Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour finir avec vous la soirée et continuer la lecture de Mauprat de George Sand. Pendant ma lecture, comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Avant de commencer ma lecture, je tenais à remercier Antoine et Serge qui m'accompagnent ce soir en régie. Voilà. Je reprends donc au milieu du chapitre 2. Le greffier suivit Mauprat sans défiance. Et au moment où ils entraient ensemble dans l'écurie, Mauprat, qui marchait le premier, lui dit d'avancer seulement la tête, ce que fit le greffier désireux de montrer combien d'indulgence dans l'exercice de ses fonctions et de ne point examiner les choses scrupuleusement. Alors, Mauprat poussa brusquement la porte et lui serra si fortement le cou, entre le battant et la muraille, que le malheureux en perdit la respiration. Tristan, le jugeant assez puni, rouvrit la porte et lui demandant pardon de son inadvertance avec beaucoup de civilité, lui offrit son bras pour le reconduire à table, ce que le greffier ne jugea pas à propos de refuser. Mais aussitôt qu'il fut rentré dans la salle où étaient ses confrères, il se jeta sur une chaise. Et leur montrant sa figure livide et son cou meurtri, il demanda justice contre le guet-apens où on venait de l'entraîner. C'est alors que mon grand-père, se livrant à sa fourbe railleuse, joua une scène de comédie d'une audace singulière. Il reprocha gravement au greffier de l'accuser injustement. Et affectant de lui parler toujours avec beaucoup de politesse et de douceur, il reprit les autres à témoin de sa conduite. Les suppliant de l'excuser si sa position précaire l'empêchait de les mieux recevoir. Et leur faisant les honneurs de son dîner d'une manière splendide, le pauvre greffier n'osa pas insister et fut forcé de dîner. Quoiqu'à demi-mort, ses confrères furent si complètement dupes de l'assurance de Mauprat qu'ils burent et mangèrent gaiement en traitant le greffier de fou et de malhonnête. Ils sortirent de la Roche Mauprat, tous ivres, chantant les louanges du châtelain et raillant le greffier qui tomba mort sur le seuil de sa maison en descendant de cheval. Les 8 garçons, l'orgueil et la force du vieux Mauprat, lui ressemblaient tous également par la vigueur physique, la brutalité des mœurs, et plus ou moins par la finesse et la méchanceté moqueuse. Il faut le dire, c'étaient de vrais coquins, capables de tout mal, et complètement idiots devant une noble idée ou devant un bon sentiment. Cependant, il y avait en eux une sorte de bravoure désespérée, qui parfois n'était pas pour moi sans une apparence de grandeur. Mais il est temps que je vous parle de moi, et que je vous raconte le développement de mon âme au sein du bourbier immonde, où il avait plu à Dieu de me plonger au sortir de mon berceau. J'aurais tort si, pour forcer votre commisération à me suivre dans ces premières années de ma vie, je vous disais que je naquis avec une noble organisation, avec une âme pure et incorruptible. Quant à cela, monsieur, je n'en sais rien. Il n'y a peut-être pas d'âme incorruptible, et peut-être qu'il y en a. C'est ce que ni vous ni personne ne saurait jamais. C'est une grande question à résoudre que celle-ci. Y a-t-il en nous des penchants invincibles et l'éducation peut-elle les modifier seulement ou les détruire? Moi, je n'oserais prononcer. Je ne suis ni métaphysicien, ni psychologue, ni philosophe, mais j'ai eu une terrible vie. Messieurs, et si j'étais législateur, je ferais arracher la langue ou couper le bras à celui qui oserait prêcher ou écrire que l'organisation des individus est fatale et qu'on ne refait pas plus le caractère d'un homme que l'appétit d'un tigre. Dieu m'a préservé de le croire. Tout ce que je puis vous dire, c'est que j'avais reçu de ma mère de bonnes notions, sans avoir peut-être naturellement ses bonnes qualités. Chez elle, j'étais déjà violent, mais d'une violence sombre et concentrée, aveugle et brutale, dans la colère, méfiant jusqu'à la poltronnerie à l'approche du danger, hardi jusqu'à la folie quand j'étais aux prises avec lui, c'est-à-dire à la fois timide et brave par amour de la vie. J'étais d'une opiniâtreté révoltante, pourtant ma mère seule réussissait à me vaincre, et sans bien raisonner, car mon intelligence fut très tardive dans son développement, je lui obéissais comme à une sorte de nécessité magnétique. Avec ce seul ascendant, dont je me souviens, et celui d'une autre femme que j'ai subi par la suite.
Il y avait et il y a eu de quoi me mener à bien. Mais je perdis ma mère avant qu'elle eût pu m'enseigner sérieusement quelque chose. Quand je fus transplantée à la Roche-Mauprat, je ne pus éprouver pour le mal qui s'y faisait qu'une répulsion instinctive assez faible peut-être, si la peur ne s'y fût mêlée. Mais je remercie le ciel du fond du cœur pour les mauvais traitements dont j'y fus accablée, et surtout pour la haine que mon oncle Jean conçut pour moi. Mon malheur me préserva de l'indifférence en face du mal, et mes souffrances m'aidèrent à détester ceux qui le commettaient. Ce Jean était certainement le plus détestable de sa race. Depuis qu'une chute de cheval l'avait rendu contrefait, sa méchante humeur s'était développée en raison de l'impossibilité de faire autant de mal que ses compagnons. Obligé de rester au logis quand les autres partaient pour leurs expéditions, car il ne pouvait monter à cheval, il n'avait de plaisir que lorsque le château recevait un de ces petits assauts inutiles que la maréchaussée lui donnait quelquefois, comme pour l'acquit de sa conscience. Retranché derrière un rempart en pierre de taille qu'il avait fait construire à sa guise, Jean, assis tranquillement auprès de sa coulevrine, effleurait de temps en temps un gendarme. Et retrouvait, tout à coup, disait-il, le sommeil et l'appétit que lui ôtait son inaction. Même, il n'attendait pas les cas d'attaque pour grimper à sa chère plateforme. Et là, accroupi comme un chat qui fait le guet, dès qu'il voyait un passant se montrer au loin sans faire de signal, il exerçait son adresse sur ce point de mire et le faisait rebrousser chemin. Il appelait cela donner un coup de balai sur la route. Mon jeune âge me rendant incapable de suivre mes oncles à la chasse et à la maraude, Jean devint naturellement mon gardien et mon instituteur, c'est-à-dire mon geôlier et mon bourreau. Je ne vous raconterai pas les détails de cette infernale existence. Pendant près de 10 ans, j'ai subi le froid, la faim, l'insulte, le cachot et les coups, selon les caprices plus ou moins féroces de ce monstre. Sa grande haine pour moi vint de ce qu'il ne put parvenir à me dépraver. Mon caractère rude, opiniâtre et sauvage me préserva de ses viles séductions. Peut-être n'avais-je en moi aucune force pour la vertu, mais j'en avais heureusement pour la haine. Plutôt que de complaire à mon tyran, j'aurais souffert 1000 morts. Je grandis donc sans concevoir aucun attrait pour le vice. Cependant, j'avais de si étranges notions sur la société que le métier de mes oncles ne me causait par lui-même aucune répugnance. Vous pensez bien qu'élevé derrière les murs de la Roche-Mauprat et vivant en état de siège perpétuel, j'avais absolument les idées qu'eût pu avoir un servant d'armes au temps de la Barbatie féodale. Ce qui, hors de notre tanière, s'appelait pour les autres hommes assassinés, pillés et torturés. On m'apprenait à l'appeler combattre, vaincre et soumettre. Je savais pour toute histoire des hommes, les légendes et les ballades, de la chevalerie que mon grand-père me racontait le soir lorsqu'il avait le temps de songer à ce qu'il appelait mon éducation. Et quand je lui adressais quelques questions sur le temps présent, il me répondait que les temps étaient bien changés, que tous les Français étaient devenus traîtres et félons, qu'ils avaient peur et que ceux-ci avaient abandonné lâchement la noblesse, laquelle, à son tour, avait eu la couardise de renoncer à ses privilèges et de laisser faire la loi par les manants. J'écoutais avec surprise et presque avec indignation cette peinture de l'époque où je vivais, époque pour moi indéfinissable. Mon grand-père n'était pas fort sur la chronologie. Aucune espèce de livre ne se trouvait à la Roche-Mauprat, si ce n'est l'histoire des fils démons et quelques chroniques du même genre. Rapportées des foires du pays par nos valets. 3 noms surnageaient seuls dans le chaos de mon ignorance. Charlemagne, Louis XV et Louis XIV. Parce que mon grand-père les faisait souvent intervenir dans des commentaires sur les droits méconnus de la noblesse. Et moi, en vérité, je savais à peine la différence qu'un règne à une race. Et je n'étais pas bien sûr que mon grand-père n'eût pas vu Charlemagne, car il en parlait plus souvent et plus volontiers que de tout autre. Mais en même temps que mon énergie instinctive me faisait admirer l'effet d'armes de mes oncles et m'inspirait le désir d'y prendre part, l'effroi de cruauté que je leur voyais exercer au retour de leur campagne, et les perfidies au moyen desquelles ils attiraient des dupes chez eux pour les rançonner ou les torturer, me causaient des émotions pénibles, étranges,
et dont il me serait difficile aujourd'hui que je parle en toute sincérité de me rendre compte bien clairement. Dans l'absence de tout principe de morale, il eût été naturel que je me contenasse de celui du droit du plus fort que je voyais mettre en pratique. Mais les humiliations et les souffrances qu'en raison de ce droit mon oncle Jean m'imposait m'avaient appris à ne pas m'en contenter. Je comprenais le droit du plus brave et je méprisais sincèrement ceux qui, pouvant mourir, acceptant la vie au prix des ignominies qu'on leur faisait subir à la Rochemauprat. Mais ces affronts, ces terreurs imposées à des prisonniers, à des femmes, à des enfants, ne me semblaient expliquées et autorisées que par des appétits sanguinaires. Je ne sais pas si j'étais assez susceptible d'un bon sentiment pour qu'il m'inspirasse de la pitié pour les victimes. Mais il est certain que j'éprouvais ce sentiment de commisération égoïste qui est dans la nature et qui, perfectionné et ennobli, est devenu la charité chez les hommes civilisés. Sous ma grossière enveloppe, mon cœur n'était sans doute que des tressaillements de peur et de dégoût à l'aspect des supplices que, d'un jour à l'autre, je pouvais subir pour mon compte, au moindre caprice de mes oppresseurs. D'autant plus que Jean avait l'habitude, lorsqu'il me voyait pâlir à ces affreux spectacles, de me dire d'un air goguenard « Voilà ce que je te ferai quand tu désobéiras. Tout ce que je sais, c'est que j'éprouverai un affreux malaise en présence de ces actions iniques. Mon sang se figeait dans mes veines, ma gorge se serrait et je m'enfuyais pour ne pas répéter les cris qui frappaient dans mon oreille. Cependant, avec le temps, je me blasais un peu sur ces impressions terribles. Ma fibre s'endurcit, l'habitude me donna des forces pour cacher ce qu'on appelait ma lâcheté. J'eus honte des signes de faiblesse que je donnais et je forçai mon visage au sourire d'hyène que je voyais sur le visage de mes proches. Mais je ne pus jamais réprimer ces frémissements convulsifs qui me passaient de temps en temps dans tous les membres et un froid mortel qui descendait dans mes veines au retour de ces scènes d'angoisse. Les femmes traînées, moitié de gré, moitié de force, sous le toit de la Rochemauprat, me causaient un trouble inconcevable. Je commençais à sentir le feu de la jeunesse s'éveiller en moi et à jeter un regard de convoitise sur cette part des captures de mes oncles. Mais il se mêlait à ces naissants désirs des angoisses inexprimables. Les femmes n'étaient qu'un objet de mépris pour tout ce qui m'entourait. Je faisais de vains efforts pour séparer cette idée de celle du plaisir qui me sollicitait. Ma tête était bouleversée et mes nerfs irrités donnaient un goût violent et maladif à toutes mes sensations. Du reste, j'avais le caractère aussi mal que mes compagnons, et si mon cœur valait mieux, mes manières n'étaient pas moins arrogantes ni mes plaisanteries de meilleur goût. Un trait de ma méchanceté adolescente n'est pas inutile à rapporter ici, d'autant plus que les suites de ce fait eurent l'influence sur le reste de ma vie. Chapitre 3. À 3 lieues de la Rochemauprat, en tirant vers le Fromental, vous devez avoir vu au milieu des bois une vieille tour isolée, célèbre par la mort tragique d'un prisonnier que le bourreau, étant en tournée, trouva bon de pendre. Il y a une centaine d'années, sans autre forme de procès pour complaire à un ancien Mauprat, son seigneur. À l'époque dont je vous parle, la tour Gazeau était déjà abandonnée, menaçant ruine. Elle était domaine de l'État et on y tolérait par oubli plus que par bienfaisance. La retraite d'un vieil indigent, homme fort original, vivant complètement, seul et connu dans le pays sous le nom du bonhomme Patience. J'en ai entendu parler à la grand-mère de ma nourrice, repris-je, et le tenais pour sorcier. Précisément, et puisque nous voici sur ce sujet, il faut que je vous dise au juste quel homme était ce Patience. Car j'aurai plus d'une fois l'occasion de vous en parler dans le cours de mon récit, et j'ai eu aussi celle de le connaître à fond. Patience était un philosophe rustique. Le ciel lui avait départi une haute intelligence, mais l'éducation lui avait manqué, et par une sorte de fatalité inconnue, son cerveau avait été complètement rebelle, au peu d'instruction qu'il avait été à même de recevoir. Ainsi, il avait été à l'école chez les Carmes de... Et au lieu de ressentir ou de montrer de l'aptitude, il avait fait l'école buissonnière, avec plus de délices qu'aucun de ses camarades. C'était une nature éminemment contemplative, douce et indolente.
Mais fier et poussant jusqu'à la sauvagerie, l'amour de l'indépendance religieuse, mais ennemi de toute règle. Un peu ergoteuse, très méfiante, implacable aux hypocrites. Les pratiques du cloître ne lui en imposèrent pas, et pour en avoir une ou deux fois son franc-parler avec les moines, il fut chassé de l'école. Depuis ce temps, il fut grand ennemi de ce qu'il appelait la monacaille, et se déclara ouvertement pour le curé de Brillante, qu'on accusait d'être jansénite. Mais le curé ne réussissait pas mieux que les moines à instruire Patience. Le jeune paysan, quoique doué d'une force herculéenne et d'une grande curiosité pour la science, montrait une aversion insurmontable pour toute espèce de travail, soit physique, soit intellectuel. Il professait une philosophie naturelle à laquelle il était bien difficile au curé de répondre. On n'avait pas besoin de travailler, disait-il, quand on n'avait pas besoin d'argent. On n'avait pas besoin d'argent quand on n'avait pas... Et on n'avait pas besoin d'argent quand on n'avait que des besoins modérés. Patience prêchait l'exemple. Dans l'âge des passions, il eut des mœurs austères, ne but jamais que de l'eau, n'entra jamais dans un cabaret, et ne sut point danser, et fut toujours fort gauche et timide avec les femmes, auxquelles d'ailleurs son caractère bizarre, ce figure sévère et son esprit un peu railleur ne plurent point. Comme s'il eût aimé à se venger par le dédain de cette défaveur, ou à s'en consoler par la sagesse, il se plaisait, comme autrefois, Diogène a dénigré les vains plaisirs d'autrui. Et si quelquefois on le voyait passer sous la ramée, au milieu des fêtes, c'était pour y jeter quelques saillies ingénues, éclairs de son inexorable bon sens. Quelquefois aussi, son intolérante moralité s'exprima d'une manière acerbe et laissa derrière lui un nuage de tristesse ou d'effroi dans les consciences troublées. C'est ce que lui suscita de violents ennemis. Et les efforts, une haine inepte, joint à l'espèce d'étonnement qu'inspirait son allure excentrique, lui attirèrent la réputation de sorcier. Quand je vous ai dit que l'instruction manquait à Patience, je me suis mal exprimée. Avide de connaître les hauts mystères de la nature, son intelligence voulut escalader le ciel au premier vol. Et dès les premières leçons, le curé janséniste se vit tellement troublé et effarouché de l'audace de son élève, il eut tant à lui dire pour le calmer et le soumettre. Il fallut soutenir un tel assaut de questions hardies et d'objections superbes qu'il n'eut pas le loisir de lui enseigner l'alphabet, et qu'au bout de 10 ans d'études interrompues et reprises au gré de caprices ou de la nécessité Patience ne savait pas lire. C'est à grand-peine qu'en suant sur son livre, il déchiffrait une page en 2 heures. Et encore ne comprenait-il pas le sens de la plupart des mots qui exprimaient des idées abstraites. Et pourtant, ces idées abstraites étaient en lui. On les pressentait en le voyant, en l'écoutant. Et c'était merveille que la manière dont il parvenait à les rendre dans son langage rustique, animé d'une poésie barbare, si bien qu'on était, en l'entendant, partagé entre l'admiration et la gaieté. Lui, toujours grave, toujours absolu, ne voulant composer avec aucune dialectique, stoïcien par nature et par principe, passionné dans la propagande de sa doctrine du détachement des faux biens, mais inébranlablement, dans la pratique de la résignation, il battait en brèche le pauvre curé. Et c'était à ces discussions, qu'elle me l'a raconté souvent dans ces dernières années, qu'il avait acquis ses connaissances en philosophie. Pour résister au coup de bélier de la logique naturelle, le bon janséniste était forcé d'invoquer le témoignage de tous les pères de l'Église et les opposer souvent même, et de les corroborer avec la doctrine de tous les sages et savants d'Antiquité. Alors les yeux ronds de Patience grossissaient dans sa tête. La parole expirait sur ses lèvres et charmé d'apprendre sans se donner la peine d'étudier, il se faisait longuement expliquer la doctrine de ces grands hommes et raconter leur vie. En voyant son attention et son silence, l'adversaire triomphait. Mais au moment où il croyait avoir convaincu cette âme rebelle, Patience, entendant sonner minuit à l'horloge du village, se levait, prenait congé de son hôte avec affection et reconduit par lui jusqu'au seuil du presbytère, le consternait avec quelques réflexions laconiques et mordantes qui confondaient Saint Jérôme et Platon, tout autant que Sénèque, Tertullien, non moins qu'Aristote. Et c'est ainsi que se termine ma lecture de cette nuit. J'ai passé un agréable moment avec vous, j'espère que vous aussi. Je vous souhaite une excellente nuit et une excellente journée si vous vous levez. À très vite sur D8 pour d'autres romans. À bientôt.